3, 2, 1... Hello, comment allez-vous en ce début de week-end? C'est les vacances bientôt, non, pour les étudiants, j'espère que vous allez kiffer. Profitez pour moi la team, car vous savez, de mon côté, comme du côté beaucoup d'entre vous, j'imagine, pas de congé, on continue à charbonner. Et en vrai, c'est quand même un plaisir. Alors aujourd'hui, comme souvent les samedis dernièrement, c'est un nouveau Coast to Coast que je vous propose. Il y a 15 jours, j'étais trop content, j'ai eu de super retours concernant ma vidéo sur les rookies. Visiblement, vous avez kiffé que j'aborde les principaux débutants de la ligue et que je les classe en tiers, en échelon. Franchement, je ne m'attendais vraiment pas à ce que ça ait un tel succès, c'est trop cool. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis, vous avez été hyper nombreux à répondre à mes sollicitations et à me réclamer que je fasse la même chose pour les sophomores. Wow. C'est vrai que la cuvée de rookie 2019, c'est-à-dire tous les deuxièmes années là, cette saison était particulièrement hypante. Sauf que là, maintenant que les gars ont un exercice dans les pattes, il est temps de confirmer. Qui y arrive, qui galère, c'est bien ça que nous allons étudier. Yes, tu vas nous dire qui a le plus de chances de devenir une superstar, c'est ça? Eh bien non, pas du tout, et c'est important à noter, on n'est pas dans la playlist Airball Project là. Plutôt que de faire un pari sur ce que ces gars peuvent devenir, je veux prendre une photo, là, maintenant, tout de suite, au moment M, après une vingtaine de matchs. Pour ça, je vais complètement oublier tout ce qu'ils ont fait lors de leur première saison, du moins je vais essayer. Je vais aussi mettre de côté toutes mes projections et tout le potentiel de développement qu'ils détiennent. Tout ça, ça ne m'intéresse pas aujourd'hui, donc rappelez-vous bien de ça. Je vais élaborer ma pyramide là, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les choses pourront très vite changer en fonction des perfs qui viendront, donc retenez bien, ce que je fais correspond vraiment à un avis immédiat. Dernière précision aussi qui est importante, là on parle des sophomores, et ça me paraît logique, je vais être plus exigeant qu'avec les rookies. Je ne veux pas que des stats ou de l'impact individuel offensif. Je veux aussi de la maturité, des bons choix, de l'adresse, de la défense et même des résultats collectifs. Autant qu'un rookie soit fougueux et qu'il ne soigne pas trop sa sélection de shoot, je peux l'entendre, mais venant d'un sophomore un petit peu moins. Voilà pourquoi avoir un poids dans les victoires m'a paru essentiel pour élaborer ma pyramide, vous verrez ça. Mais bref, là c'est bon, les infos principales vous les avez et ma pyramide je vais la dévoiler. Alors on ne perd pas plus de temps, c'est parti pour un nouveau Coast to Coast, cette fois-ci dédié aux sophomores. Pour commencer, vous le savez, comme la dernière fois, je vais faire un big up aux absents. Et ouais, pour cette vidéo, je n'ai voulu garder que 30 sophomores, et forcément, il n'y a pas de place pour tout le monde. Ceux qui ont joué moins de la moitié des matchs de leur équipe, par exemple, je les ai écartés. Ceux qui jusque-là, à mes yeux, squattent trop le banc, ou n'évoluent pas à un niveau suffisant, c'est la même. Alors les principaux absents que j'ai listés, les voici. Goga Bitadze, Sekou Doumbouya, Carson Edwards, Taco Fall, Bruno Fernando, Javonte Green, Jackson Hayes, Nasir Little, Jalen McDaniels, John McLaughlin, Nicolo Melli, Adam Mokoka et Chris Silva. Bon, ça me fait pas mal de peine pour certains, notamment les Français, comme Sekou Doumbouya ou Adam Mokoka. C'est un peu la même pour Goga Bitadze, Taco Fall, Carson Edwards ou Nicolo Melli que j'attendais plus haut. Ouais, j'ai quand même l'impression que la situation est méga inquiétante pour eux, non? Méga inquiétante, peut-être pas, je trouve que le mot est fort, mais c'est vrai qu'on peut se poser quelques questions. Disons que ouais, certains d'entre eux sont tout au bout de la rotation et sont pour le moment en dessous des attentes placées initialement en eux. Chacun a ses soucis et sa situation unique et je ne vais pas forcément rentrer dans les détails pour chacun. Sekou par exemple, avec des gars comme Blake Griffin, Jeremy Grant ou Sadiq Bey, a du mal à trouver du temps de jeu régulier. D'autres n'ont juste pas la confiance de leur coach ou enchaînent les blessures. Certains ont juste du mal, comme Nicolo Melli qui connaît une énorme crise d'adresse. 2 points par match à 25% de réussite, ça pique. Et enfin quelques-uns, comme Adam Mokoka, qui a pourtant montré de belles choses l'année dernière, semble encore un peu tendre peut-être. Alors je suis vraiment désolé pour tous ces gars, puis il y en a d'autres encore, mais je n'ai pas réussi à leur trouver une place dans mes 30. Après voilà, ça ne m'empêche pas de leur envoyer une grosse dédicace avant de commencer. Vous ne serez pas dans la suite de cette vidéo, mais je vous envoie plein de force et tous mes vœux de réussite. Du coup, on commence la pyramide officielle avec mon tier 5. Et là, encore une fois, je veux mettre les choses vraiment au clair. Les gars, s'ils sont là, c'est qu'ils sont dans les 30, et ils sont au-dessus de pas mal de noms qu'on a cités juste avant. Je ne veux pas du tout entendre dans les commentaires que je les considère comme des nulos. S'ils sont là, c'est forcément que ce qu'ils font est au moins pas mal. Et je le répète, hein, j'évalue ça complètement indépendamment de la position à laquelle ils ont été draftés ou pas en 2019. C'est en tout cas par eux que je commence. Ici, Nickel Alexander-Walker des Pelicans, Jarrett Culver des Timberwolves, Terence Davis des Raptors, Daniel Gafford des Bulls, Talen Horton Tucker des Lakers, Caleb Martin des Hornets, Garrison Matthews des Wizards, Jordan Poole des Warriors, Matty Stable des Sixers et Grant Williams des Celtics. Ouf. Je ne vais pas trop m'attarder sur eux parce que j'aimerais éviter que ma vidéo dure 1h30, mais quand même, chacun aura droit à son petit mot. Alors je commence par Nickel Alexander-Walker. Lui, typiquement, c'est le genre de joueur qui à première vue aurait mérité d'être plus haut. À Nola, il a la confiance de Stan Van Gundy et le gamin score sa dizaine de points par match. En plus de ça, il me surprend agréablement en défense et fait de très belles choses aux interceptions. C'est plutôt huge, sauf que oui, j'avais dit qu'avec les sophomores, je serais plus sévère.
Là je ne vais pas mâcher mes mots, et sa sélection de tir et son adresse globale de 40% me dérange. D'autant plus dans une équipe qui aujourd'hui s'affiche à l'avant-dernière place de sa conférence. Alors je ne m'en fais pas, hein, y a rien de catastrophique et je suis persuadé que le meneur a le potentiel suffisant pour grimper. Mais à ce jour, le tier 5 me semble très bien pour lui. Maintenant vient Jared Culver qui à peu de choses près connaît le même souci. Son équipe a le pire bilan de la ligue et ça m'embête. Pourtant, cumuler 8 points et 5 rebonds tout en tirant à 46%, c'est plutôt bon pour un sophomore, qui plus est qui connaissait des problèmes au tir. Mais dans une équipe qui perd autant, cet impact ne me suffit pas pour viser au-delà d'un tier 5. Place maintenant à Terence Davis, que l'on aurait pu attendre plus haut après sa sélection dans la All Rookie Second Team de l'an dernier. Mais cette saison, force est de constater que son momentum est terminé, ou au moins qu'il a diminué. Même s'il score toujours ses 7-8 points par match, il pèse moins dans les autres secteurs, et Nick Nurse lui donne de moins en moins de temps de jeu. J'espérais un peu plus de sa part, mais c'est comme ça. Alors désolé Terence, mais pour l'instant, même s'il y a un peu de mieux dernièrement, je trouve que t'es dans le dur. Allez, Daniel Gafford maintenant. Là, on a un pivot solide, qui se bat bien dans la peinture et qui sait faire sa place dans la raquette, notamment au rebond et au contre. Par contre, j'aimerais qu'il progresse offensivement, qu'il ait de meilleures mains. Faire le sale boulot, il peut le faire, mais le reste, c'est un peu plus compliqué. Sans au moins un ou deux petits moves au poste dans son arsenal, ce sera difficile, je pense, de viser les échelons supérieurs. Mais je ne suis pas pessimiste, car ce qu'il montre, mine de rien, quand il a du temps de jeu, est très loin d'être dégueu. Alors je pense qu'avec un tout petit peu de taf, il a le potentiel pour grimper dans le futur. Coucou, Talen Horton-Tucker, c'est à toi. Entre nous, ça me fait de la peine de le mettre si bas, je le dis franchement. Dans une équipe avec moins d'ambition, je suis persuadé qu'il aurait bien plus de temps de jeu, bien plus de responsabilités, et montrerait de bien meilleures choses. J'ai pas mal hésité avec l'échelon supérieur, mais soyons francs, à ce jour, THT reste principalement un role-player. Alors un role-player très correct, certes, qui remplit son rôle parfaitement dans une équipe qui joue le titre, mais quand même, un joueur de bout de rotation qui finit même certains matchs en DNP. Et malheureusement, ça ne suffit pas pour moi pour accéder au tir fort. Ouah, t'es dur, je le trouve bon quand même, moi, Horton-Tucker. Ah bah pas de doute, moi aussi, c'est juste que je trouve ceux qui sont au-dessus encore meilleurs. Mais avant d'en parler, finissons le tier 5 pour lequel on a encore quelques joueurs, et notamment Caleb Martin. Lui par exemple, c'est à peu près le même rôle qu'Horton-Tucker, un arrière de bout de rotation qui met quelques points, et peut parfois prendre feu. Donc c'est cool, mais ce n'est pas suffisant, surtout qu'avec l'émergence de Malik Monk, son temps de jeu diminue. Et vu que les Hornets, même s'ils s'en sortent plutôt pas mal, sont loin d'être au level des Lakers, sa place dans le tier 5 me semble justifiée. Hop, Garrison Matthews maintenant, le gars un petit peu inconnu de cette vidéo, mais qui vaut franchement le détour. Bon, déjà lui a la chance, si on peut dire la chance, d'évoluer dans une équipe de Washington complètement à la dérive, ce qui lui permet d'avoir quelques opportunités, et même de jouer dans les money time importants. Les absences dues au Covid à Washington lui ont finalement permis de gagner sa place dans la rotation, et il y est bien. Dans la victoire phénoménale face à Brooklyn, c'est même lui qui a fait l'interception clutchissime avant le shoot de Westbrook. Bravo mec. Au-delà de ça, il est un joueur qui tourne à 9 points par match à plus de 40% de réussite à 3 points, et c'est plutôt lourd. Ceci dit, son côté shooter très unidimensionnel m'empêche de le placer plus haut. Allez, Jordan Poole désormais, qui ne le cachons pas me déçoit. Le retour de Steph Curry en début de saison a fait diminuer son temps de jeu comme neige au soleil. Et généralement, d'autant plus depuis quelques semaines, en dehors des périodes de garbage time, on ne le voit pas du tout. C'est dommage quand même, parce qu'il a un vrai potentiel de dynamiteur, et en plus de ça, il soigne un peu mieux sa sélection de tir que l'an dernier, je trouve ça intéressant. Heureusement d'ailleurs, car je dois être honnête, il était à 2 doigts de ne pas se retrouver dans mon top 30. Là, il va être envoyé dans la bulle de G-League pour se remettre dans le bain. Je compte donc sur un gars comme Sekou qui était juste à la limite pour lui prendre cette place vite fait bien fait dans ma pyramide. Vient maintenant mon énorme crève-cœur, Matisse Thybulle. Mais là, je n'ai pas le choix, je me dois d'être objectif, il ne mérite pas d'être plus haut. Pourtant, en défense, quel frère, j'adore ce qu'il fait. Il harcèle les joueurs adverses, et quand Doc Rivers l'a testé devant en défense de zone dernièrement, le gars a dévié ballon sur ballon. Tout ça, c'est très fort. Sauf que ça ne suffit pas, et en attaque, disons-le clairement, c'est la catastrophe. Thybulle a réellement les outils et le potentiel pour viser bien plus haut qu'un tier 5, mais pour ça, il faudrait qu'il retrouve un peu son tir. Pour l'instant, c'est peut-être un peu méchant de dire ça, mais j'ai l'impression que quand il est sur le parquet, sur certaines phases de jeu, les Sixers attaquent à 4, c'est handicapant. Donc ouais, petite déception pour Thybulle. Enfin, pour boucler ce tier 5, Grant Williams des Celtics. Allez, lui aussi flirter avec le tir fort, et je dois l'avouer, j'ai passé mon temps à le monter, puis à le redescendre, puis à le remonter, puis à le redescendre. En plus de ça, ce qu'il a fait dernièrement, notamment face aux Warriors, m'a bien plu. Il met de plus en plus de 3 points, et notamment avec l'absence de Marcus Smart, il joue un vrai rôle dans la défense des Celtics. S'il se bat, il protège le cercle, c'est plutôt très bien. Maintenant, prenons un peu de recul et rendons-nous compte d'une chose. Depuis le début de la saison, il n'a fait que 2 ou 3 matchs à très haut niveau. C'est pas mal, et au final, il a le level pour monter, j'en suis sûr, mais pour ça, j'attends de plus nombreuses confirmations de sa part. Allez, let's go tir fort maintenant, j'ai l'impression d'être passe-partout, où je ne vais parler que de 6 joueurs. Il s'agit de Cam Johnson des Suns, de Kendrick Nunn du Heat, d'Eric Pascal des Warriors, de Cam Reddish des Hawks, de Naz Reid des Wolves et d'Isaiah Roby du Thunder. Je débute par Cam Johnson, et au premier abord, je le dis, j'avais envie de le mettre plus haut. Bah ouais, tourner à plus de 11 points par match pour un sophomore, c'est plutôt bien. Mais le souci, c'est que quand à côté de ça, tu commets pas mal de déchets au shoot et que tu ne fais quasi pas de passes, ça m'embête. En fait, le truc, je vais le dire, c'est qu'en début de saison, il me hypait le petit. Il était bon, tellement bon que Monty Williams lui a filé
qu'il ait une place de titulaire. Et c'est là que ça a commencé à pêcher. Depuis qu'il est starter, en fait, je trouve son irrégularité assez violente. Autant il peut briller, autant parfois il peut passer 30 minutes sur le terrain sans même qu'on se rende compte qu'il existe. Alors après, c'est pas grave, hein, la régularité ça se trouve avec l'expérience. Mais comme je l'ai dit, mon but aujourd'hui c'est de prendre une photo au moment M et de l'analyser. Sorry Cam, aujourd'hui je ne te vois pas plus haut que le tir fort. Kendrick Nunn maintenant, qui avait été si bon lors de sa saison rookie. Il était la méga surprise du 8, surtout quand on sait qu'il n'a jamais été drafté. Sauf que parfois elle semble un peu loin sa saison rookie, depuis la bulle de Disney en fait. Maintenant qu'il a perdu sa place de titulaire, les choses sont moins faciles pour lui. Après quand il joue, il met des points, hein, pas de soucis là-dessus. Kendrick Nunn est et restera un scoreur, qui a même réussi à faire une pointe à 28 unités contre Toronto en janvier. Mais le souci se situe bien ici, quand il joue. Récemment, et ce malgré les incertitudes régulières qui règnent au-dessus de l'effectif du Heat, Nunn est complètement sorti de la rotation d'Eric Spoelstra. Trop de balles perdues, des prises de décision suspectes, pas assez d'investissement en défense, tout ça ne va pas en sa faveur. D'autant plus dans une équipe avec la mentalité du Heat, c'est rédhibitoire. À lui de retrouver au plus vite le rythme qui était le sien, il a environ un an donc pour espérer grimper dans les échelons. Pour Eric Pascal maintenant c'est un peu la même. Le mec l'an dernier avait bien profité des nombreuses blessures dans l'équipe des Warriors pour s'afficher et se faire un nom. Mais cette année, même s'il se bat, ça y a aucun doute, c'est plus difficile pour lui. Déjà à sa décharge, Steve Kerr l'utilise un peu à toutes les sauces, du poste 3 au poste 5. Pas évident de trouver un rythme lorsque l'on doit constamment changer de costume. Et surtout ce qui m'inquiète, j'ai l'impression, c'est que plus sa saison avance, plus ses performances sont en baisse. Je trouve que dernièrement, il a tendance à beaucoup trop forcer, sûrement pour essayer de retrouver son rythme. Et ça, c'est jamais bon signe. Une crise de confiance peut-être, c'est très possible. Mais ne soyons pas défaitistes, car rien n'est catastrophique. Je compte sur l'expérience de son coaching staff et de ses coéquipiers pour l'aider à retrouver le plus rapidement possible les bons rails. Cam Reddish maintenant que j'aurais vraiment aimé voir beaucoup plus haut tant j'apprécie le profil du joueur depuis Duke. Véritable 3&D comme je les aime, il présente toutes les qualités pour pouvoir s'imposer dans la NBA moderne. Mais damn, quand est-ce que son shoot va enfin rentrer? C'est tout ce qu'il lui manque sérieusement, car quand il met dedans, le mec est aisément capable de dépasser régulièrement les 20 points. Par contre, à cheval sur plusieurs matchs, on le voit régulièrement enchaîner 10 tentatives à 3 points sans en mettre une seule. C'est relou sérieux, allez Cam, bouffe des séances de tir, trouve ton rythme, trouve ta confiance et j'en suis sûr, tu deviendras un super joueur. En attendant, le tir fort je trouve convient très bien. Go Naz Reid à Minnesota désormais, et je dois le dire, le pivot me surprend pas mal. Monstre de solidité, il se bat au rebond, intimide dans la peinture et commence même à mettre dedans de loin. En l'absence de Towns, il a trouvé un vrai rôle dans le système de Ryan Saunders et pour ça je lui tire mon chapeau. Capable de sortir de belles perfs au scoring ou même des doubles-doubles, Naz Reid m'épate un peu. Maintenant, faire ça dans une équipe aussi à la dérive que les Wolves le pénalise forcément. Du coup, je remets un peu ses perfs dans leur contexte et je me dis qu'un tir fort c'est amplement suffisant pour lui. Enfin, pour boucler cet étage, Isaiah Roby du Thunder. J'espère que vous êtes prêts parce que cette équipe d'OKC, vous allez pas mal en entendre parler aujourd'hui. Je trouve ça complètement dingue de les voir performer comme ça. Dans l'Oklahoma, on a donné la place aux jeunes, on a mis Al Horford dans le rôle du tonton et c'est pas si mal, bravo. Parmi les gamins qui performent, Isaiah Roby, et lui, on va le dire honnêtement, on ne l'attendait pas, mais alors pas du tout. Faut dire que lors de sa saison rookie, il avait passé en tout et pour tout seulement 11 minutes sur le terrain, c'est faible. Et bien maintenant, le petit Roby, on le découvre, et bien. Il met des points, il prend des rebonds et surtout, il a un vrai rôle avec Marc Daigneault. Propulsé titulaire fin janvier, il enchaîne les matchs à 10 points ou plus, tout en faisant preuve d'une régularité impressionnante. C'est sûrement ça d'ailleurs qui m'impressionne le plus chez lui. Il joue juste, il joue avec de l'intensité et à chaque match, pas de surprise, vous savez ce qu'il vous apportera. Félicitations pour ça, c'est sûrement trop faible pour viser plus haut, mais je trouve que ça nous permet bien de boucler ce tir fort. Go tier 3 maintenant, avec une fois n'est pas coutume, 2 joueurs de plus qu'à l'étage précédent. Ouais, j'avoue, ça me fait un peu bizarre, mais au final ça me semblait logique. Tous les gars que je vais citer à partir de maintenant me semblaient mériter d'être là au minimum, et je ne me voyais pas forcer ou les classer plus bas juste dans l'optique d'obtenir une pyramide parfaite, ça aurait été bête. Ces joueurs les voici, Darius Bazley du Thunder, Brandon Clark des Grizzlies, Luguentz Dort encore du Thunder, Darius Garland des Cavs, Rui Hachimura des Wizards, Keldon Johnson des Spurs, PJ Washington des Hornets et Kobe White des Bulls. On entame cet étage avec Darius Bazley, devenu à OKC un titulaire indiscutable. Le laïus sur le Thunder, je ne vous le refais pas, vous connaissez. Je viens d'expliquer la situation de la team en parlant de Roby et c'est la même pour Bazley. Le gars fait partie de ces petits jeunes qui, en ce début de saison, dans la team de Marc Daigneault, crèvent l'écran après avoir fait ses preuves dans la bulle l'an dernier. Le gaucher, en compilant des stats de 11 points et 7 rebonds, est solide. Voir qu'il peut sortir des perfs à 20-12 et approcher ses chiffres régulièrement, moi ça m'impressionne, d'autant plus dans une team que je n'attendais pas du tout aussi haut. Alors Bazley, bienvenue dans ce 3e échelon, et en étant plus à droite, tu pourrais même viser plus haut. Si je m'attendais à ça. À ses côtés, Brandon Clark des Grizzlies. Lui, je dois avouer que j'ai eu un peu de mal à le classer, d'autant plus que cette saison, il est revenu avec un tir un peu chelou. Pour résumer, il est le genre de joueur que j'aime beaucoup, qui fait tout bien, et surtout très intelligemment. Les cuts qu'il propose sont toujours cool, bien sentis, et Ja Morant se régale à le trouver.
trouvé. Et en plus de ça, il fait ça avec une régularité incroyable. Tous les jours, il sera là, il fera ce qu'il sait faire et se rendra très utile. Maintenant, Clark, même si je l'adore et que j'aurais bien aimé le mettre au tir supérieur, il n'est pas non plus un joueur qui brille vraiment dans un domaine particulier ou qui peut porter une équipe à lui tout seul. Et vous verrez qu'au tier 2, on commence déjà à parler de ce genre d'énergumène. Un bon tier 3 pour le Grizzly, finalement, je trouve ça logique. La suite avec Luguensdort. Un autre mec du Thunder, ils sont incroyables. Ça, tu l'as dit, mon pote, et ce que j'aime dans cette team, c'est que chacun a sa spécialité. Denio a l'air très bon pour tirer le meilleur de toutes ses pièces. Ses premiers pas de coach débutant sont d'ailleurs très prometteurs. Et donc, parmi les gars qui en profitent, voici Luguensdort, Canadien francophone, qui lui aussi a réussi à choper sa place de titulaire indiscutable. Dans le lot, lui, il prend le rôle du défenseur, du lockdown. Athlétique et long, le sophomore est régulièrement envoyé sur le meilleur scoreur adverse, et quelle énergie il met là-dedans avec son physique de tank. Alors ça ne se voit pas forcément dans les stats, décroché de la feuille de match, parce que quand on le voit jouer, c'est flagrant. Par-dessus le marché, il tourne à 37% de réussite à 3 points, ce qui est très bien pour un gars à la base considéré comme un mauvais shooter, et a fait d'énormes progrès en catch and shoot. Il se fait oublier, attend la gonfle et balance son missile, boum. Même si c'est encore un peu tout ou rien avec lui dans ce domaine, il y a une vraie évolution. Puis de ce que j'ai lu aussi, il est un mec sérieux, très studieux, qui passe énormément de temps en salle vidéo pour poser des questions. Le travail et la curiosité, ça paye, et je suis bien heureux de valoriser ça en plaçant le Canadien à cet échelon. Vient maintenant un tout autre profil avec Darius Garland, des Cavs. Lui, c'est un vrai scoreur, ball handler, qui peut prendre feu au tir et peut-être clutch. Le mec n'hésite pas à prendre ses responsabilités dans le money time, mais ça, les Nuggets l'ont bien vu début janvier. Si les Cavs font partie des équipes surprises de ce début de saison, c'est grâce à Colin Sexton, bien sûr, mais aussi grâce à Darius Garland. Repositionné officiellement au poste de meneur, le sophomore a semble-t-il trouvé son rythme, son adresse est désormais très efficace. Mieux encore, il implique de plus en plus les autres en tournant à 5 caviars par rencontre, c'est très bien. Après, ne le cachons pas, il a de vraies failles aussi, sinon ce serait une superstar. Il est loin d'être un défenseur d'élite et son jeu offensif présente encore beaucoup trop de déchets. Bon, après il y a des excuses et c'est pas très étonnant, on va dire, quand on évolue à un tel tempo balle en main. Mais bon, je vais être positif quand même, car Garland, je le trouve de plus en plus régulier et à mon avis, il a un avenir radieux. En attendant de voir ce que tout ça donnera, ce qu'il fait en ce moment me permet de dire qu'il mérite au moins un tier 3. Partons du côté du pays du soleil levant pour évoquer Rui Hachimura. Si l'on ne regarde que ses chiffres, c'est assez lourd. Des points, des rebonds, quelques passes, de l'adresse et même de la défense. Le japonais pèse dans tous les secteurs. Ok, j'imagine que ton souci, c'est le même que celui que t'as cité pour Brandon Clark, c'est que Hachimura ne peut pas porter une équipe à lui tout seul. C'est vrai qu'il y a de ça, mais il y a autre chose aussi qui me dérange. Non seulement les Wizards font partie des grosses déceptions de ce début de saison, mais en plus, Hachimura, je trouve, brille essentiellement dans des défaites. Ses 4 meilleurs perfs au scoring, et notamment ses 24 points à 10 sur 12 il y a quelques jours, n'ont jamais suffi pour aider les siens à gagner, ça me dérange. Alors loin de moi l'idée de vouloir lui rejeter toute la faute, il y a plein d'autres problèmes à Washington. Mais à mon sens, il faudra provoquer plus de wins pour imaginer viser plus haut. Allez hop, après Rui Hachimura, voici un autre de mes chouchous, j'ai nommé Keldon Johnson. Quelle explosion pour lui cette année après ses excellentes performances à Disney. Boosté par la confiance que lui a donné Greg Popovich, le gamin est brillant. Hyper polyvalent, il peut tourner à plus de 14 points et 7 rebonds tout en défendant le plomb. Titularisé lors de chacune de ses 22 apparitions, il a montré jour après jour qu'il était un incroyable compétiteur, prêt à tout pour gagner, franchement c'est fort. Avec leur bilan positif, les Spurs font partie des bonnes surprises de ce début de saison, et Keldon Johnson n'est pas étranger à ça. Big up à son match à 26 points et 10 rebonds face aux Lakers début janvier, c'est ce jour-là qu'il m'a vraiment tapé dans l'œil. Surtout que depuis, je l'ai bien suivi, et ce genre de perf est revenu fréquemment. Après, ok, lui aussi a réalisé ses meilleurs perfs les jours de défaite, et c'est probablement pour ça que je ne l'ai pas classé à l'échelon au-dessus. Mais croyez-moi, il était quand même juste à la limite du tier 2, comme les deux joueurs qui vont venir d'ailleurs. Et ouais, parlons de PJ Washington d'abord. Qu'est-ce qu'il est bon ce gars dans la peinture. Prototype parfait de l'intérieur qui stretch et prend des rebonds, le Hornet a déjà un vrai rôle dans le dispositif de James Borrego. Il sait tout faire, il est athlétique, il shoot, il se bat dans la peinture malgré son manque de taille, et surtout il joue très intelligemment. Washington sait anticiper les prises à deux, peut ressortir le ballon et dispose d'un QI offensif rare chez les intérieurs de son âge. Le gamin est de plus en plus régulier, et je trouve que comme les Hornets, il monte en puissance au fil de la saison. Je le répète, le tier 2 n'était vraiment pas loin, et j'espère que sa récente blessure à la cheville ne l'handicapera pas trop. Les pépins de santé représentent selon moi la principale raison qui pourrait ralentir son développement. Enfin, lui aussi, à la limite de l'échelon supérieur, Kobe White des Bulls. Quel feu follet ce gamin. Il court partout, prend des tirs dans tous les sens, et par-dessus le marché, il distribue de mieux en mieux la balle. Balèze, tourner à 15 points et 6 passes quand on est sophomore, ça commence à être sérieux. D'autant plus quand tu peux coller 36 points dans la phase des Kings. Ah bah lui, je pense qu'il a le profil de gars qui peut porter une équipe. C'est vrai, et pourtant, pour le moment, je ne me vois pas classer Kobe White plus haut. Son jeu a beau être flamboyant, il engendre selon moi encore trop de risques. Shooter à 40%, mais en plus perdre
perdre 3 ballons par rencontre quand t'es le meneur titulaire, pour moi c'est too much. Alors il ne lui manque pas grand chose pour grimper, hein, c'est sûr, mais là, à ce jour, je le trouve bien à sa place à l'échelon numéro 3. Tire tout maintenant, et là on va parler de joueurs déjà pas loin d'être excellents. Les mecs ont tous un rôle primordial dans leur équipe et ne sont pas classés si haut par hasard. Dans cette liste, R.J. Barrett des Knicks, Tyler Herro du Heat, DeAndre Hunter des Hawks et Michael Porter Jr. des Nuggets. Commençons par le petit champion des Knicks, R.J. Barrett. Ce mec, il me fait kiffer et progresse juste à vue d'œil depuis son arrivée dans la ligue. Tout le monde a trop attendu trop vite de lui, je pense, et à mon sens, sa non-sélection dans les All-Rookie Team l'an dernier est assez injustifiée. Il y a des gars comme ça, tous les ans, tu sais pas pourquoi, ils passent complètement sous le radar et personne ne les respecte. J'ai trouvé les observateurs et les fans tellement durs avec ce gamin qui en plus de ça évoluait dans un système qui était vraiment pas cool. Après c'est vrai que dans une équipe comme les Knicks où tu subis beaucoup de pression, tu peux vite être mis plus bactère si tu ne réussis pas immédiatement. Heureusement, cette saison, avec un nouveau système et un nouveau coach, l'arrière ferme des bouches. Barrett se régale avec Tom Thibodeau qui de plus en plus l'utilise comme ball handler. Cette confiance, le Canadien en profite pour tout faire, créer, driver, distribuer la balle et prendre des rebonds. Ouais, les rebonds d'ailleurs, parlons-en, 7 de moyenne, c'est quand même assez énorme pour un arrière, non, pour accompagner ses 18 points par match. Mais ce que j'adore avec lui, c'est ses qualités à la finition. Quel toucher il a près du cercle, quel body control il a dans les airs, c'est élite ou pas loin. Ouais, on a compris, ce gars-là, tu le kiffes trop, et si t'as accroché son maillot là, ce n'est pas par hasard. On ne peut rien te cacher à toi, mais je vais quand même essayer d'être objectif et évoquer son tir. Dès qu'il sort de son spot dans le corner, tout devient un peu plus compliqué pour lui, et 27% à longue distance, pour un gars qui prend 4 triples par match, n'est pas assez, j'en suis conscient. Mais soyez-en sûrs, le jour où il mettra dedans de loin, R.J. Barrett deviendra très difficile à arrêter. Mais bref, ça suffit, je pourrais en parler des heures de R.J., alors passons à Tyler Herro, ce sophomore qui a tant fait mouiller de petites culottes dans la bulle l'an dernier. Il faut dire qu'il y a de quoi atteindre un tel niveau avec tant de culot dans une équipe qui va jusqu'en finale NBA. Quand t'es un rookie, ça marque définitivement les esprits. Sauf que si vous m'avez bien écouté, vous savez qu'on n'est pas là pour parler de ça. Et oui, ce qui s'est passé la saison dernière, on s'en fout, et dans ma pyramide, il y a que les perfs de la saison 2020-2021 qui m'intéressent. Et franchement, globalement, l'ancien de Kentucky est bien présent. Toujours dans ce style, peur de rien, ni de personne, il continue sur sa lancée, obtenant de plus en plus de temps de jeu tout en ayant amélioré ses chiffres dans la plupart des stats majeures. Maintenant, dans les histoires de Covid, Herro, comme beaucoup de joueurs de son équipe, n'a pas été épargné. Il a manqué 7 matchs consécutifs par exemple, et ce n'est pas simple de trouver un rythme dans ces conditions. D'autant plus quand à côté de toi, Jimmy Butler a manqué quasi l'intégralité du début de saison. Alors c'est clair que jusque-là, le hit c'est très décevant, mais je ne me vois pas pénaliser Herro là-dessus. Ouais, il me paraît tout à fait mériter sa place dans ce tier 2. Un autre qui a sa place aussi, une très belle place, je le rappelle, c'est DeAndre Hunter. Quelle progression aussi pour lui. En un an, il est vraiment devenu un joueur accompli, très performant des deux côtés du terrain. Il fait partie de ces ailiers aux bras interminables qui peuvent tout autant performer en défense que derrière la ligne à 3 points. Ouais, c'est un 3&D quoi. C'est vrai que c'est plus vite dit comme ça. Dans ce rôle, Hunter à Atlanta excelle. 17 points, 5 rebonds, 51% au tir, dont 37% à 3 points, il n'y a juste rien à jeter en fait. Sauf qu'il est déjà plus qu'un 3&D banal à mes yeux. Déjà, il est régulier comme jamais, mais en plus, avec sa puissance, il devient de plus en plus inarrêtable sur ses drives. Il a même fait péter la barre des 33 points face aux Bucks il y a une quinzaine de jours. L'ailier a définitivement du talent plein les mains. Atlanta, jusque-là, s'en sort plutôt pas mal, et à ce sujet, ils peuvent remercier leur sophomore qui, sans la présence des deux monstres au-dessus de lui, aurait très bien pu viser le tier 1. Mais avant d'en parler de ces deux monstres, bouchons le tier 2 en évoquant Michael Porter Jr. Qu'est-ce qu'il pue le basket celui-là. Ce qui me plaît quand même, c'est que se faire une place dans la rotation d'une équipe comme les Nuggets, c'est compliqué quand même, d'autant plus quand t'es un sophomore. Mike Malone dispose de profondeur à tous les postes, et des minutes, il faut batailler pour en obtenir. Mais quand t'es coach, comment faire autrement que de donner du temps de jeu à MPJ? Quand tu lui files ses 30 minutes, tu peux être à peu près sûr qu'il scorera ses 20 points les yeux fermés. Enfin 20 points je dis ça, mais il peut aussi en mettre 30, tout ça en shootant à 57% depuis le début de la saison, dont 50% à 3 points. C'est quand même assez exceptionnel. Ouais, 50% c'est beau, mais après il en tire combien par match aussi? 5,4, ça te calme? Franchement, tourner à une telle adresse avec un tel volume, c'est assez insane, surtout quand à la base tu n'appartiens pas forcément à la catégorie des snipers. Car oui, Porter Jr, non seulement il shoot de loin, mais en plus il fait plein d'autres choses. Bourré de qualité athlétique, il drive, il dunk, il prend des rebonds, et il a même progressé en défense, son principal défaut. Quelle polyvalence, MPJ est un tueur. Dommage que lui aussi ait manqué tant de matchs à cause du protocole Covid à un moment où il semblait trouver son rythme. Mais peu importe, je suis assez persuadé que si tu le mets dans une équipe où il est encore plus responsabilisé, il vise le tier 1 sans souci.
Franchement, il était beau ce tier 2, non? Il y avait du level quand même, non? Ouais, j'avoue que dans d'autres QV, les 4 que t'as cités là, ils auraient peut-être pu être au tier 1 carrément. C'est limite ça, ouais, et pourtant y a pas photo. Comme je le disais, ce tier 1 appartient à deux mecs qui volent au-dessus de toute cette QV. Ces deux monstres, les voici, il s'agit de Ja Morant des Grizzlies et de Zion Williamson des Pelicans. Allez, priorité au Rookie of the Year, Ja Morant. Franchement, y a-t-il vraiment besoin que j'y passe des heures? Le meneur, vous le connaissez déjà tous. Déjà élevé au rang de superstar des Grizzlies, c'est lui qui, eux seuls, qui se bat et qui porte sa team tous les soirs. Dans un collectif hyper bien géré par Taylor Jenkins, le meneur est définitivement la principale raison pour laquelle les Grizz font partie du top 10-15 en NBA. Alors après, pour lui aussi, c'est compliqué vu qu'il a manqué quasiment la moitié des matchs de sa team, mais quel talent! Quand je vois qu'il a ouvert sa saison avec une perf à 44 points et 9 passes décisives, je suis encore sur le cul. Et les 9 passes décisives, j'y tiens, car oui, même si Morant tourne à quasiment 20 points par match, il ne fait pas que ça. Il est un vrai chef d'orchestre qui sait lâcher la balle et tourne à plus de 7 caviars par rencontre. Tout ça en shootant à plus de 50%, c'est pas un truc de grand malade. Réellement, Morant, en à peine une saison, flirte déjà avec le niveau All-Star, s'il n'est pas déjà dans ce niveau. Ce mec de 21 ans est juste incroyable, et j'adore la dureté et la hargne avec lesquelles il joue. Avec un peu plus de régularité et d'adresse de loin, deux domaines dans lesquels il pêche un peu, j'aurais peut-être même pu réfléchir à lui attribuer un tir à lui tout seul. Mais en l'état avec ça, il est obligé de le partager avec quelqu'un d'autre. Son colocataire au sommet de cette pyramide, Zion Williamson. Quel monster lui aussi. Franchement, quand on le regarde jouer, il fait ses perfs tellement facilement qu'on en oublie presque que c'est ouf. 24 points et 8 rebonds par match tout en ayant un impact de plus en plus intéressant. En défense, c'est pas gigantesque. Surtout quand en carrière, on n'a même pas joué 50 matchs. Ce qui me semble taré aussi, c'est que jamais il ne force. Les tirs qu'il prend sont tous bons, et ses pourcentages sont logiquement élevés. Il connaît ses forces, il connaît ses faiblesses, et il sait parfaitement jouer avec. Il est un déménageur qui tous les matins se lèvera et viendra faire son taf routinier comme si c'était facile. Personnellement, cette puissance me fait halluciner. Alors ok, il ne faut pas trop lui demander de prendre des shoots de loin, quoi qu'il en a mis un ou deux dernièrement, mais on s'en fout. Zion est tellement dominant dans la peinture que je veux qu'il y reste. Le pire là-dedans, c'est que t'as l'impression que s'il était un peu plus croqueur, que si Stan Van Gundy l'utilisait plus, il pourrait carrément faire exploser ses chiffres. Le gars laisse totalement le jeu venir à lui et peut quand même planter 30 points sans forcer. Il y a quelques jours, dans la victoire des Pels contre les Suns, il a mis 28 points à 12 sur 14 au tir, comme ça, là, tranquille. Et ce genre de truc, t'as l'impression qu'il peut le faire quand il veut. Cette domination est juste incroyable, il n'y a rien à dire à ce propos. Du coup, je n'irai pas plus loin et on finira là-dessus. Dommage que les Pels soient si décevants en ce début de saison, car avec un peu plus de wins, lui aussi aurait eu le droit à son appartement particulier tout en haut, tout seul dans ma pyramide. Voilà pour ce qui est des sophomores, voilà pour ce qui est de mon 42e Airball Project. Ça vous a plu, vous en pensez quoi? Est-ce qu'on refait un point comme ça dans quelques mois pour les rookies et pour les sophomores aussi? Ce serait pas mal peut-être après le All-Star Break de voir tout ce qui a évolué chez ces gamins. Alors si vous êtes chaud, faites-le moi comprendre avec des pouces bleus parce que ici, de toute façon, sur cette chaîne, tout est logique. Plus que les vues, faut le savoir, je me concentre sur les pouces. C'est beau de vous faire cliquer sur une miniature, mais si ça ne vous fait pas kiffer, moi ça ne m'intéresse pas du tout. Par contre, si je vois que vous faites péter les scores de pouces bleus, ça me montre que vous avez apprécié, ça me booste pour faire la suite, c'est pour faire d'autres vidéos dans le même concept. Donc let's go faire péter les chiffres, puis tant qu'à faire, donnez-moi aussi votre avis dans les commentaires. Je vous remets mon bilan des tiers là vite fait, c'est obligé, on ne peut pas être d'accord partout, on ne peut pas avoir la même sensibilité, les mêmes critères. Qui est-ce que vous auriez imaginé plus haut ou plus bas? Dites-moi tout ça, et dites-moi aussi celui qui, selon vous, fera la plus grosse percée en grimpant les étages dans les mois à venir. Lâchez-vous, je veux savoir tout ça. Sinon, pour avoir une vision différente et complémentaire de la NBA, vous le savez, c'est sur la chaîne YouTube de Basket Info que ça se passe. Là-bas, on aime bien raconter des histoires, et dernièrement, on a fait un truc sur la seule et unique défaite de l'histoire de la Dream Team. Je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote, mais elle est grandiose. En plus, on a trouvé des images du match. Que vous ayez entendu parler de ça ou non, je vous invite à aller y jeter un œil, ça vaut le détour. Pour débattre avec la commu et suivre tous mes projets au quotidien, ça ne bouge pas, c'est toujours sur Discord et sur Instagram que ça se passe. Puis si vous ne le saviez pas, sur Insta, le tournoi des All-Time Teams bat son plein, et je vous invite vraiment à nous rejoindre pour apporter vos votes. Ouais, go soutenir votre team préférée avant qu'elle ne se fasse bouffer. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour les notifs, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs coms. C'est ça le référencement, l'équipe. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez même aller faire un tour sur mon Tipeee. Please, ne lâchez rien. La chaîne, si elle fonctionne encore, c'est grâce à vous. Et je vous jure que vu toute la force que vous me donnez, je vais me battre jusqu'au bout pour que ça perdure. Alors gros big up à ceux qui sont là tous les mois. À très vite.